Bonjour, dans cette séquence vidéo, on va commencer la partie codage de la parole. Il y aura normalement, si j'ai le temps, 3 séquences dessus. Donc on va commencer par, donc je fais l'hypothèse que vous avez regardé la séquence vidéo sur la quantification, parce que c'est une étape importante qu'on va utiliser tout de suite ici. Donc cette première vidéo est très très courte, hein. Donc l'idée du codage de la parole, mais d'une manière générale du codage, et je vais couper la vidéo, ça ne sert à rien, c'est donc de, bien entendu, minimiser le débit de transmission tout en optimisant la qualité des données qu'on transmet, la qualité du contenu multimédia qu'on va recevoir et qu'on va écouter ou visualiser à l'arrivée. Donc, soit le débit ici est imposé parce que vous pouvez avoir donc un débit, donc un canal de transmission qui a une limite, donc c'est le tuyau, hein, qui peut ne pas être très grand, donc on va être à X kilobits par seconde ou X mégabits par seconde, et en fonction de la contrainte débit, on va essayer de maximiser la qualité des données multimédia du contenu, hein, qu'on va transmettre. Autre contrainte peut être imposer une qualité pour de la qualité pour la télévision haute définition, voilà la qualité souhaitée, et ça va nous imposer un débit minimum qu'il faudrait assurer de manière à avoir cette qualité à l'arrivée. Donc c'est une adéquation qualité-débit, ça qui dépend énormément de l'application qu'on va envisager, hein. Vous n'allez pas avoir la même qualité quand vous allez faire de la vidéoconférence ou de la vision haute définition ou 4K ou 8K. Okay. C'est également une adéquation avec la complexité. On peut donc augmenter la complexité si le hardware ou le software le suit. Mais attention, la complexité est également quelque chose de très très coûteuse dans un schéma de compression. Voilà. On a donc maintenant, parlons du codage de la parole, hein. La parole, donc ça a évidemment commencé surtout lorsqu'on a commencé à avoir les premiers téléphones mobiles. On est dans la norme, on est ici, donc avec à peu près 96 kilobits, 128 ou 96 kilobits par seconde comme débit qu'on a besoin pour transmettre, qu'on avait à l'époque besoin pour transmettre la parole. Donc on est ici dans la norme GSM, donc on voit que c'est relativement vieux. Nous allons, donc c'est tout un monde, hein, d'accord, et petit à petit, avec le temps, donc on va vers la gauche, on va donc pour la même qualité diminuer le débit dont on a besoin avec les méthodes qui deviennent de plus en plus sophistiquées, de plus en plus intelligentes. Voilà. Donc mais comment marche le moteur? Il vaut mieux partir donc des méthodes simples, puis ensuite, petit à petit, voir quelles ont été les nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux tricks qui ont été ajoutés pour améliorer, pour la même qualité, diminuer le débit de transmission. D'accord? Donc, le premier qu'on voit, c'est donc la compression la norme CCIT G711 en 1972, donc vraiment c'est quelque chose de très très ancien, mais donc on a déjà des choses à dire dessus avant d'ajouter donc de la complexité dans l'algorithme. Je fais l'hypothèse que vous avez donc regardé la séquence quantification et auparavant aussi, vous avez regardé la séquence, notamment la séquence analyse temporelle, analyse spectrale de la parole, parce qu'il faut connaître la nature même de la parole pour comprendre comment ces méthodes de compression de la parole, ou de codage de la parole, marchent. Ici, donc, arrivent d'abord les données qui sont analogiques, hein, les signaux de signal analogique lorsqu'on parle au téléphone. Ce qui va être fait d'abord, c'est donc il y a un petit filtrage au début, qui est un filtre analogique, qui permet donc de ne garder que entre 100 Hz et 3400 Hz. Donc c'est avec voilà, la bande passante du filtre.
avant 100 Hz et après 3400 Hz, on élimine les fréquences. Pourquoi? Parce qu'on a vu, quand on a fait l'analyse spectrale, que la parole est entre ces fréquences-là. Quand on parle, on reste dans cette bande de fréquences. On ne va pas très très haut. Donc l'idée du filtre qu'on appelle le filtre donc, anti-replément, le filtre analogique anti-replément, c'est pour... En fait, l'idée, c'est on enlève toutes les fréquences autres, par exemple le bruit de fond quand vous parlez dans la rue, quand il y a une voiture qui passe ou un chien qui aboie. Donc on enlève tous ces bruits qui peuvent être, enfin, toutes les fréquences euh, plus fortes que la bande qu'on veut analyser, qu'on veut comprimer, la bande, la parole. Comme ça, on n'a pas de repliement de spectre lorsque nous allons échantillonner à 8 kHz. Donc cet échantillonnage 8 kHz garantit une bande observable, Shannon, de 4 kHz. Donc fréquence d'échantillonnage 8 kHz, on regarde ce qui se passe entre 0 et 4 kHz et on est bon, puisqu'entre 0 et 4 kHz, on a le signal parole qu'on a bien récupéré qui lui reste entre ces fréquences-là. Ces données-là, dans cette norme, sont quantifiées sur 12 bits au départ, d'accord. Et vous voyez qu'ici, si on est à 12 bits et on est à 8 kHz, 8 kHz, ça veut dire qu'on a 8000 échantillons par seconde. 8000 échantillons fois 12, on arrive donc à 100 à 12, 8000 échantillons fois 12, on arrive à 96 kilobits à transmettre si on ne faisait rien directement. 96 kilobits, rien que pour la parole à cette époque-là. Bon. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faudrait donc ajouter, c'est que les données arrivent, elles sont traitées, elles sont traitées, donc, imaginons une phrase de 4-5 secondes, cette phrase de 4-5 secondes n'est pas analysée ensemble, on va la segmenter, hein, cette séquence, avec des fenêtres temporelles de chacun 20 millisecondes. Alors, l'intérêt de ces fenêtrages, ce n'est pas obligatoirement pour cette méthode-là, mais dans la pratique, pour les méthodes qui vont être un peu plus compliquées, qu'on va voir par la suite, le fait d'utiliser des séquences dans des fenêtres temporelles de 20 millisecondes nous garantit, voir ma séquence analyse temporelle de la parole nous garantit des propriétés intéressantes, des propriétés statistiques qui sont donc d'abord la stationnarité. On garantit la stationnarité du signal dans des petites fenêtres de 20 millisecondes et on garantit l'ergodicité également du signal parce qu'on fait ce type d'hypothèses qui vont nous permettre donc de pouvoir faire des traitements sur des données, sur des échantillons bon, qui ont une certaine statistique qui est stable, stationnaire, et en plus, on peut appliquer la propriété d'ergodicité. Alors, si on prend 20 millisecondes, à 8 kHz, nous sommes en présence de 160 points. Donc, il faut imaginer que 160 points, enfin, 20 millisecondes arrivent, et ici, nous avons 12 bits, chaque échantillon 12 bits, et il y en a 160. Et c'est cette séquence, cet ensemble d'échantillons qui va être travaillé, traité. Alors, comment ça va être travaillé? La première méthode utilisée était extrêmement simple. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'à l'avant d'utiliser la quantification scalaire uniforme-linéaire, donc dans ma séquence vidéo sur la quantification, j'en ai parlé, le partitionnement de la dynamique du signal est uniforme, donc on prend des intervalles réguliers, les seuils de décision sont régulièrement répartis entre le min et le max du signal, et on prend pour chaque intervalle entre un seuil et son seuil, le seuil successif, le seuil qui le succède, on prend le milieu pour dire voilà la valeur qui va être le mot code, celui qui va représenter toutes les valeurs des échantillons. Lorsque les échantillons sont dans ces intervalles-là, on va remplacer ces valeurs-là par le mot code qui est au milieu du segment entre deux seuils, équitablement repartis les seuils dans la dynamique du signal. Mais avant de faire ça, on avait vu que pour faire la quantisation uniforme linéaire, il faut que la probabilité de la source soit uniforme. C'est dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, que le partitionnement de cette manière-là et le choix des me-codes est optimal. Donc pour ce faire, pour arriver à ce que la source devienne, ben, que la source
sur laquelle elle applique la quantification soit de densité de probabilité presque uniforme, on va appliquer une compression d'amplitude pour transformer le signal de la parole, pour en fait transformer ça dans cette probabilité qui n'est pas uniforme, ici probablement une gaussienne, quelque chose de centré en zéro, avec donc une probabilité forte pour les petits coef, une probabilité faible pour les gros coef. On la transforme avec la loi A pour que la densité de probabilité ici soit uniforme et qu'on puisse appliquer la QS uniforme linéaire ici, et on obtient une qualité qui est qu'on aurait obtenu avec 8 bits au lieu d'utiliser 12 bits. En gros, si vous voulez, au lieu d'avoir 12 bits, on a la même qualité ici en utilisant, c'est comme si on utilisait 8 bits, autrement dit, on gagne presque 4 bits par échantillon, rien qu'en appliquant la compression d'amplitude. C'est très très fort et c'est quelque chose qui est utilisé dans toutes les normes qu'on va voir par la suite. Et je m'arrête là. Dans la séquence prochaine, on va montrer l'importance des méthodes prédictives pour faire du codage de la parole. Et ensuite, on va voir quelle est l'évolution de cette norme qu'on voit ici, la G711, en lui ajoutant un bloc prédictif pour améliorer, pour diminuer le débit dont on a besoin pour garder la même qualité de quantification pour la parole.